Voilà, je vous propose de commencer cette rencontre. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Un tout grand merci d'être présents, nombreux, si nombreux, pour cette rencontre organisée par les territoires de la mémoire ici, à la Cité Miroir de Liège, dans le cadre d'un cycle de rencontres traditionnelles au territoire de la mémoire qu'on appelle Auteurs et compagnie. Et puis, comme son nom l'indique, consiste à inviter un ou plusieurs auteurs, pas forcément de bouquins d'ailleurs, hein, parfois de cinéma, de théâtre, de poésie, un peu tout, et de faire une rencontre autour de l'œuvre, d'une œuvre de 7 auteurs, autrices, ou 16 auteurs, autrices là. Et ce soir, le livre qui nous rassemble est un livre qu'on va déjà qualifier d'emblématique, hein, ne fût-ce que par sa couverture, Dark Vador, à feu et à sang. Et nous avons le plaisir donc d'accueillir les deux auteurs de ce livre, Björn Olaf Dozo, Dick Tomasovic. Bonsoir. Bonsoir. Je vais vous présenter en quelques mots, et pour ça j'ai besoin quand même de mon petit pense-bête. Je n'ai pas été jusqu'à apprendre tout par cœur. Björn Olaf Dozo, vous enseignez la sociologie des littératures populaires, les humanités numériques et les études vidéoludiques à l'Université de Liège. Ça vaudra peut-être la peine d'en dire un petit mot peut-être après. Vous êtes l'auteur de La vie littéraire à la Toise aux éditions Le Cri et Mesures de l'écrivain aux presses universitaires de Liège. Et vous avez collaboré également à de nombreuses publications sur le jeu vidéo, on en a parlé d'ailleurs récemment, la bande dessinée et les cultures de masse. Je pense que tout est dit. On a fait le tour, merci. On a fait le tour et que tout cela se retrouve très très fort dans le livre ici. Dick Tomasovic, bonsoir. Vous enseignez les théories et pratiques du cinéma et des arts du spectacle à l'Université de Liège. Vous intervenez régulièrement en tant que chroniqueur dans les médias, chroniqueur culturel pour différents médias. Vous êtes l'auteur de plusieurs livres, parmi lesquels nous pouvons citer Le corps en abîme sur la figurine et le cinéma d'animation chez Rouge Profond, Kinotans, l'art chorégraphique du cinéma aux presses universitaires de France en 2009, Shots, alcool et cinéma, titre sympa, aux éditions du Caïd, édition sympa aussi, et Batman, une légende urbaine aux impressions nouvelles en 2019, impressions nouvelles qui est justement la maison d'édition dans laquelle vous publiez donc ce livre Dark Vador à feu et à sang, dans la collection La Fabrique des héros. Alors, pour commencer, je pourrais peut-être vous demander un petit mot sur cette collection, La Fabrique des héros. Dark Vador dans une collection consacrée aux héros. Est-ce normal ? Rien n'est tout à fait normal avec Dark Vador. Oui. Voilà, bonsoir à tous et merci d'être présents, d'avoir bravé la tempête. Par rapport à cette collection, en effet, je vais la présenter en quelques mots. Elle est co-dirigée en fait avec Tanguy Abran qui nous fait l'amitié d'être présent ce soir d'ailleurs. Et l'idée, c'est effectivement de faire une série de petits volumes que l'on consacre à des figures tout à fait importantes, emblématiques de la culture populaire, peu importe leurs origines, qu'elles soient littéraires, cinématographiques, vidéoludiques, etc. Mais c'est à chaque fois l'idée de prendre un personnage et de le confier à un auteur qui va en proposer non pas une forme d'encyclopédie, hein, c'est pas de refaire une forme de Wikipédia ou de redécrire le personnage, c'est pas non plus une lettre d'amour en quelque sorte, il n'y a pas une espèce de geste de fan ou de subjectivisation extrême par rapport à voilà, soi et ce personnage, c'est une voie un peu médiane et différente qui est celle de l'essai et de demander à un auteur finalement de revenir sur ce personnage, de l'éclairer avec une toute nouvelle lumière, de finalement pouvoir nous expliquer, avec les forces qui sont les siennes, puisqu'on demande des auteurs très différents, il y a des auteurs plus sociologiques, des auteurs qui sont plus versés vers l'esthétique, chacun arrive un peu avec sa spécialité, mais d'essayer de nous montrer en quoi ce personnage il est important finalement pour nous et pourquoi est-ce qu'il marche aussi bien. Chaque personnage que nous choisissons et que nous mettons en valeur dans la Fabrique des héros, c'est un personnage qui compte pour nous et pour souvent des générations avant, peut-être pour des générations qui viendront plus tard, de manière très importante, avec qui nous avons un lien
je dirais sans doute même affectif, parfois assez profond. Ce sont des personnages qui nous ont accompagnés très longuement, qui sont des personnages aussi transmédiatiques, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils sont passés d'un média à l'autre. En fait, c'est des personnages qui nous accompagnent vraiment. Et pourquoi cela nous accompagne plus que d'autres? En quoi est-ce qu'ils ont une importance particulière dans ce qu'on pourrait appeler notre imaginaire collectif? Voilà. Pas du tout un inconscient collectif, mais bien un imaginaire collectif, un imaginaire de fiction que l'on partage, que l'on est content de partager. On échange parfois autour de ces personnages aussi, on se reconnaît dans les personnages. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils sont si importants? Quel est le mécanisme? Et donc c'est de là que vient cette idée de fabrique des héros. Comment est-ce que ces héros sont fabriqués? Et voilà, c'est de l'analyse. Et donc, quand on fait de l'analyse, on prend un sujet, on le dissèque, on l'ouvre, on regarde un peu ses organes, ses rouages, ses pièces, ses liens, et on voit un petit peu, finalement, comment est-ce qu'il fonctionne. Et là, on peut commencer à pouvoir dire des choses sur nous, sur notre société, sur le contexte de production de ce personnage, sur ce qu'il dit encore aujourd'hui, quand c'est des personnages qui ont été créés il y a quelques années comme Vador, et qui continuent d'être une figure assez importante. Et votre présence aujourd'hui en témoigne, tout comme toute l'industrie, évidemment, de Star Wars, de cet imaginaire extrêmement important. Donc c'est un peu ça l'idée. On a un des auteurs de cette collection, qui s'appelle Laurent de Sutter, qui avait une formule lors d'une rencontre qui était tout à fait appréciable. Il disait finalement c'est une politique du personnage. Voilà. On est habitué à avoir des politiques des auteurs, c'est-à-dire à essayer de définir tel romancier ou tel cinéaste, comment à travers ses œuvres il a mis en place une série de structures qui se répètent. On est habitué à voir des politiques, même des acteurs. On a travaillé ça du côté cinématographique. Il nous manquait peut-être une politique du personnage, c'est-à-dire voir ce qu'il reste, ce qui est important dans un personnage, malgré ses différentes pérégrinations, ses évolutions, son côté transmédiatique. Et voilà, ce qu'il pouvait encore nous dire aujourd'hui, ça c'est, en quelques mots, l'objet de cette collection. Alors, on va en venir tout de suite au personnage. Fabrique des héros, on verra d'ailleurs que fabrication d'un personnage, ici, ça se justifie amplement dans le cas de Dark Vador. Alors, pourquoi Dark Vador, justement? Qu'est-ce qui pousse deux auteurs, deux chercheurs, deux enseignants à se dire tiens, on va faire un bouquin sur Dark Vador, ça nous paraît vraiment être une bonne idée? L'idée vient de lui. Mais... J'ai dit que c'était une bonne idée. Oui. Je rends à César. En fait, comme Dick l'a souligné, il y a une vraie politique du personnage de Vador. Et cette politique du personnage, notre principale hypothèse, c'est cette figure de la radicalisation, cette figure qui dépeint l'évolution intime et en même temps avec des conséquences immenses pour la galaxie, de ce personnage pris dans des tensions qui vont finir par l'écraser. Et pour éviter un écrasement total, il va choisir une trajectoire très spécifique sur laquelle on aura l'occasion de revenir. Alors, du côté de la petite histoire, après le premier confinement, on avait besoin de renouer des liens. Donc Dick est venu avec cette idée de faire un bouquin ensemble, alors que j'avais eu l'occasion et la chance d'intervenir comme conférencier dans le cycle du séminaire de l'imaginaire, qui était un cycle organisé par la BILA, la Bibliothèque des littératures d'aventure, sur Dark Vador. Je crois qu'on s'était bien amusé. Et à partir de là, on s'est dit, on pourrait croiser nos effluves, comme dans Ghostbusters, ou en tout cas, au moins croiser nos points de vue sur ce qu'on peut apporter chacun à la lecture de Vador. Dick avec un background plus esthétique, plus cinéma d'ailleurs, et de mon côté plutôt avec un regard sociologique, institutionnel, et en partie de politique galactique, je vais dire ça comme ça. Et donc, à partir de là, on a commencé à réfléchir ensemble. Ça a été le début du deuxième confinement, donc on a eu le temps de bien réfléchir, le soir surtout. On a fait un brainstorming un soir, en mettant en commun toutes nos idées. On a finalement dressé un genre de table des matières, et puis ça a été le marathon de l'écriture en 15 jours. Et c'était vraiment très intéressant de travailler comme ça en ping-pong, c'est-à-dire on a commencé... dans l'ordre chronologique de la table de matière, en s'étant réparti un peu les chapitres, et on s'envoyait chaque soir ce qu'on avait pu produire. Ce qui a créé en fait une dynamique assez intense de jeu
correction et en même temps d'ajustement, mais toujours très positif, pour essayer justement de construire cette trajectoire spécifique. Alors au départ, il y avait une ligne de fuite qui était la figure prométhéenne, et qu'on va retrouver en partie dans le livre, mais cette figure prométhéenne a permis malgré tout de toucher d'autres sujets et d'ouvrir un peu le champ de Vador. Et donc, au bout de 15 jours, on avait quelque chose qui se tenait presque. Et voilà comment on a, à ce moment-là, proposé le manuscrit à la maison d'édition. Et sur la place de Vador dans la collection, c'est vrai que cette collection, elle a une dizaine de titres qui sont parus maintenant. Et donc, ça fabrique des héros, mais l'idée n'est de ne pas avoir des héros au sens le plus strict du terme. Ce n'est pas les super-héros, ce n'est pas les héros qui sauvent le monde systématiquement. C'est en fait les héros qui nous accompagnent, c'est-à-dire les personnages phares de ces littératures ou ces fictions de l'imaginaire de manière générale. On a dans la collection à la fois le commissaire Maigret et Martine, par exemple, à côté de Batman et d'autres. Mais c'est vrai que depuis le début, on avait envie d'un méchant, parce que les méchants sont aussi des héros, des anti-héros, peu importe, en tout cas des personnages extrêmement importants. Vous savez que, on sait bien, c'est un vieux principe qui est souvent répété dans ces écritures de culture de masse, plus le méchant est fort, plus le récit est intéressant et important. Et c'est une vieille recette qu'on connaît depuis au moins le début du siècle passé, et la création de grandes figures criminelles comme Fantomas et bien d'autres. Et Vador, en effet, est un très très grand méchant de la culture populaire. Un des points de départ du choix de Vador qui intervient. On sent sa qu'il y a un présence. trouble dans la force. Oui, ça vibre. Que disais-je? Voilà, du coup. Que Vador. Attends. Ouais, tu ne sais pas non plus. Non, ouais, voilà. on est perturbé. Ouais, Qu'est-ce ouais, que tu crois? Oui, que Vador, voilà, Vador est par rapport au méchant. Oui, ouais, vas-y. c'est ça, un méchant. Il y avait une enquête qui nous avait un peu amusé, qui était parue dans un magazine Les grands américain, méchants de l'histoire. voilà, qui s'appelle Empire, bien nommé Empire, ce magazine, sur la culture pop en général. Ils avaient identifié avec leur lecteur quel était le plus grand méchant, finalement, de toutes les fictions possibles. Et au-delà du Joker, au-delà de Hannibal Lecter, vous savez, le psychopathe cannibale du Silence des agneaux, au-delà de quelle autre figure, même le méchant de Piège de cristal, ou Loki encore des Marvel, il y avait bien au-dessus, triomphant, Dark Vador. Et c'est tout à fait intéressant parce que Dark Vador, en fait, pour ceux qui ont vu les multiples trilogies de Star Wars, donc à peu près vous tous, j'imagine, vous savez que c'est pas le grand méchant, en fait. Il y a un autre grand méchant au-dessus de lui, qui est le fameux Dark Sidious ou Palpatine. Dark Vador n'est jamais qu'à un moment donné son vaisseau, son premier soldat, voilà. Et puis il va se rebeller contre lui. Et en fait, il y a un parcours très complexe. Et donc, c'est vrai que c'est une grande figure de méchant. En même temps, dès qu'on la regarde un petit peu, ce n'est pas tout à fait un vrai méchant. C'est un méchant qui est dans la rédemption. Et puis, c'est un méchant à qui on va donner tout d'un coup une chance de s'expliquer, en quelque sorte. Et c'est le sens de la seconde trilogie qui va remonter aux origines de ce personnage et expliquer comment Anakin Skywalker devient un jour Dark Vador. Et dans cette dernière trilogie, c'est encore un personnage qui apparaît finalement comme un héritage trop lourd pour les personnages principaux. Et donc à partir de là, on s'est dit, tiens, s'il faut choisir un méchant, ça doit être celui-là. Et il y a tellement de tension et de complexité autour de ce personnage qu'on s'est dit que c'était vraiment une bonne occasion de travailler dessus. De manière générale, c'est ce que j'aime, moi, dans la culture populaire et dans ces espèces de mythes contemporains, c'est qu'on a l'impression que tout est très simple. Et en vérité, il y a une véritable complexité. Voilà. On est dans une forme de ligne claire, parfois. Star Wars nous semble être... Voilà, les enfants l'adorent, ça parle à tout le monde. Ça peut sembler très manichéen, comme ça. C'est absolument manichéen. Et puis en même temps, dès qu'on commence à regarder un peu mieux, dès qu'on creuse un petit peu, on s'aperçoit que, d'abord, la fabrication est extrêmement complexe de cela, mais qu'ensuite, il y a toute une série de couches comme ça, d'analyses possibles, et qu'un personnage qui semble aussi monolithique que Vador, y compris dans son apparence, est en fait un personnage d'une très grande complexité. Donc voilà pourquoi on l'a mis dans cette collection. Oui, donc la complexité se construit effectivement au fur et à mesure des films, des trilogies. Si on prend l'ordre de fabrication des films, évidemment. Alors je sais que vous avez prévu notamment quelques extraits vidéo. Comment justement, quel est le processus de construction? Comment Dark Vador est présenté d'emblée, dès le départ, donc c'est-à-dire au moment où le personnage apparaît, quel est son statut en réalité à ce moment-là?
c'est peut-être l'occasion de l'extrait initial pour montrer justement comment il apparaît à l'écran sans autre forme de contexte que lui-même, comme un joyau dans un présentoir particulièrement qui le met en valeur, on va dire. Peut-être qu'il y a un élément qu'on peut dire avant de passer le premier extrait, et qui est vraiment une des premières grandes idées de George Lucas, qui est celui qui a fabriqué cet univers, hein, c'est le réalisateur, mais c'est surtout quelqu'un qui a construit cet univers, c'est finalement d'imaginer cette histoire et de la prendre en cours. C'est ça. Et donc ce premier épisode, qui sera ensuite rebaptisé l'épisode 4, hein, puisque c'est une multiple trilogie, tout est numéroté, va vous plonger directement dans l'action et vous montre déjà un Vador qui existe bien, et dont on va voir peut-être maintenant alors la première apparition, si Jérôme veut bien lancer l'extrait. Voilà, c'était en réalité 2 extraits de 2 films différents, mais qui racontent plus ou moins, qui se suivent et qui sont assez liés. Donc la première scène était issue du premier épisode, donc l'épisode 4. La deuxième de Rogue One, qui est un film annexe. Et là, on va revenir peut-être sur la première scène du premier épisode, où là, qui est quasiment la scène d'entrée, d'ailleurs la scène initiale de la saga, où là, tout de suite, le personnage apparaît, est posé, les choses sont claires. Oui, il faut remettre un petit peu en contexte. On est en 1977. Le cinéma américain des années 70 n'est pas du tout prêt à ce genre de choses. Il est un cinéma, c'est à peu près le seul moment dans le cinéma américain où c'est un cinéma plutôt d'auteur, plutôt un peu de recherche. Le cinéma est très, très particulier. Et puis vous avez ce George Lucas qui a fait déjà d'autres films avant et qui représente ce nouvel Hollywood, qui propose une espèce de fantaisie spatiale à laquelle à peu près personne ne croit. Le tournage se passe très mal, enfin, il n'y a vraiment aucune confiance en lui. On sort le film d'ailleurs un petit peu en catimini, et puis c'est le bouche à oreille qui va sauver les choses. Et Lucas sait en quelque sorte très bien qu'il arrive avec un produit pas du tout conforme avec ce qu'on peut attendre à l'époque. Il est avec un produit qui... je dis vraiment un produit, hein, au sens fort du terme, c'est-à-dire quelque chose qui va être la confluence de toute une série d'inspirations, de sources diverses de son imaginaire, qui remontent aux comics, au serial, à son amour du fantastique, de la fantasy, de la science-fiction, du film de samouraï. Il va tout mélanger et il va donc proposer une espèce de saga d'emblée. Voilà, même s'il n'est pas sûr de faire un autre film après celui-là, mais c'est un pari, et il instaure, hein, on le voit bien, tout de suite, un univers qui a l'air de fonctionner au moment où on l'attrape, en quelque sorte, et qui fonctionne tout de suite sur le plein la vue. Hein. Vous avez vu, on est dans le monumental, en quelque sorte, ces très grands vaisseaux, et puis une scène de combat quasi muette au début, qui va permettre une présentation de Vador en 2 temps, on voit bien. La scène est vraiment faite comme un écrin pour qu'apparaisse Dark Vador. D'abord visuellement, et puis de manière sonore. Hein. Il y a 3 apparitions, hein, finalement, parce qu'après, il va vers la princesse Léa, mais sur les 2 qu'on a vues là, il y a d'abord le visuel. Et donc, on a cette scène de combat dans ces boyaux, comme ça, extrêmement blancs, avec des soldats blancs qui sont tellement armés qu'on se dit qu'ils ont quelque chose de robotique. Hein. On sera bien surpris dans des épisodes futurs, finalement, de les voir enlever leur casque et de voir l'humain qui est en dessous. On a cet univers où les seules personnes qui parlent sont 2 robots, justement, dont un qui parle un peu trop et l'autre qui fait juste des bruits musicaux, et qui sont finalement les seuls signes d'humanité que l'on a à peu près dans cette séquence, dans le fond. Et puis, soudain, dans un nuage de fumée, arrive Vador, hein, avec un geste absolument triomphant tout de suite. Hein. Il avance menaçant dans la fumée, il met ses mains alors sur les hanches, il contemple le désastre qui est en dessous de lui. C'est sa première apparition. Il est noir dans le blanc, et donc il est en contraste complet, et donc il fascine. La deuxième apparition, hein, c'est quand il attrape ce soldat et lui tord, enfin l'étrangle complètement, le soulevant d'une seule main, ce qui montre sa puissance, et sa brutalité, sa cruauté, hein, puisqu'il n'a pas les renseignements qu'il veut. Alors il le tue, il le jette contre un mur, avec une forme non seulement de violence contre l'autre, mais aussi de mépris complet, hein, comme si c'était un insecte, en quelque sorte. Ce qui le place tout de suite au-delà des autres. On voit bien que les soldats se mettent systématiquement en haie d'honneur autour de lui,
Et on entend surtout cette voix qui va rester extrêmement mémorable, une voix à la fois machinique et un peu animale. Animal parce qu'on entend cette respiration qui est un râle, presque un râle agonisant, à vrai dire, et très impressionnant, avec ce qu'on appelle un point d'écoute qui est toujours très très proche de la caméra, même quand Vador est loin, on l'entend respirer pratiquement dans les oreilles, par rapport au spectateur, comme s'il était tout près de nous. Et puis, évidemment, cette voix qui passe à travers des filtres, et dont on imagine bien qu'il y a un corps sous ce casque, mais on n'a aucune idée de ce qu'il est véritablement. Et donc il y a un mystère Vador qui arrive avec cette espèce de domination complète, et à peu près, dans le film ensuite, c'est à peu près tout. Tu me dis combien de minutes d'apparition ? 13 minutes. Dans le premier film, en fait, Vador n'est pas du tout le personnage central, c'est son... Bon, je suppose que vous l'avez vu, mais donc son futur fils, enfin son fils, Luke Skywalker, qui est le personnage qui va structurer réellement ce premier volet de la saga. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que cette présence de quelques minutes au début suffit à structurer l'opposition bien-mal qui va vraiment parcourir tout le film, va permettre aussi de créer une forme de peur latente de cette figure très puissante qui est Dark Vador. Alors, ce qui me fascine, moi aussi, dans le deuxième extrait, donc vous avez vu le premier extrait au moment où ça se coupe au moment où les robots sont dans la capsule et s'en vont. Et puis, on a de nouveau une scène de bataille avec Vador qui reparcourt un couloir, souvenez-vous, où il utilise la force de manière beaucoup plus fine, on a l'impression, mais ça c'est dû à 40 ans qui distancent les deux films en question, et qui essaye de rattraper un disque qui passe de main en main pour arriver finalement à la princesse Leia. Donc en fait, entre ces deux scènes, comme je l'ai dit, il y a 40 ans, il y a aussi l'établissement dans l'imaginaire collectif d'un mythe Vador, un mythe qui le dote de pouvoir ultra puissant, qui le dote aussi d'une forme de domination absolue sur tout ce qui l'entoure, et qui a fait de lui une vraie matrice à histoire. Pendant 40 ans, Vador a été induit, a vraiment subi toutes sortes de variations sur un même thème, un personnage de série par excellence. On s'est penché sur son passé, on va y revenir. On s'est penché sur les zones d'ombre entre le moment de son choix du côté obscur et sa vraie domination après s'être débarrassé de ses ennemis proches. Et puis, on va aussi s'intéresser à la manière dont il va finir par se rebeller contre son maître, l'empereur. Et 40 ans après, il y a une forme de rejeu, de rejouer de la même scène qui vient en fait compléter juste ce qui précède. Donc, ce qu'on ne voit pas au moment du premier extrait, qui est le contenu des fameux plans de l'Étoile Noire, eh bien, le hold-up des plans est expliqué dans la spin-off Rogue One, qui est un vrai film de guerre, tout ce qu'il y a de plus classique, avec un débarquement, avec des scènes de bataille extrêmement dures parfois, et qui est d'un ton tout à fait différent. Mais ce qui vraiment me fascine dans ce rejeu, dans cette manière de remettre en scène la première scène de Vador, c'est le fait qu'elle diffère finalement très très peu de la scène première, parce que la scène première contenait déjà quasiment tous les attributs définitoires de Vador. Oui. C'est une sorte de remake, on va un petit peu dans la surenchère à cette deuxième scène de présentation du personnage, mais en fait elles sont tous les deux très emblématiques de tout le registre d'apparition du personnage. De manière générale, Vador, c'est un corps qui est
mis en scène dans la mise en scène. Il y a une forme de dramaturgie qui lui appartient. Chaque fois qu'il intervient, là on le voit par exemple dans une autre scène très très importante d'affrontement avec Luke Skywalker, il est là dans quelque chose qui ressemble pratiquement à un studio de télé, hein, dans cette scène par exemple. On a des fumigènes, on a des néons particuliers. Chaque fois qu'il apparaît, il sort d'un nuage de fumée. On a l'impression systématiquement, hein, on le voit bien que tout tourne autour de son apparition. C'est une sorte de drama queen, hein, donc Vador. Voilà, il y a un côté hyper, hein, voilà, dans tout ce qu'il fait, dans les gestes qu'il produit, dans l'économie de ces gestes très solennels comme cela. Et toute la mise en scène est toujours absolument consacrée à ces apparitions charismatiques. Et au-delà même, il nous a semblé, en fait, en retravaillant un peu tous les films, que Vador, c'était vraiment le motif central de toute la saga. C'est-à-dire un motif central narratif, hein, tu viens de le dire, au sens c'est un réservoir d'histoire, mais au sens aussi que c'est le grand méchant du premier. En fait, la question de la rédemption est essentielle, et c'est ce qui fait tenir cette première trilogie. La deuxième trilogie, c'est son enfance, son adolescence et comment il devient ce Vador, et puis qu'ensuite, c'est son héritage. Et on a donc un motif qui court sur la trilogie, hein, dans cette trilogie maintenant, enfin c'est cette triple trilogie qu'on appelle la saga Skywalker, mais c'est aussi un motif visuel, c'est-à-dire que tout semble ordonné autour du corps de Vador. C'est-à-dire que tout semble, à chaque apparition, construit pour faire ressortir sa stature, son casque, etc. Mais par-delà même, tout le monde machinique qui est celui de l'Empire, de l'oppression, et dans cette froideur, dans ce côté lisse. Voilà. Alors que la rébellion sera toujours du côté plus organique, évidemment. Et donc il y a des oppositions comme ça qui ne sont pas juste bien et mal, mais qui sont aussi sur le propre et le sale, par exemple, le rugueux et le lisse, le système noir et blanc et le système coloré. Le chaotique et le droit. Voilà. Et même les vaisseaux, en fait, et tout le design semblent souvent des extensions, hein, du personnage de Vador, qui est vraiment le motif hyper structurant donc, de toute cette trilogie. Alors ici, on a vu le personnage arriver d'emblée comme le centre, vraiment, comme on le sent déjà, hein, que ce sera le centre de la saga. Cela dit, ce personnage, effectivement, là, on le voit à son apogée, quelque part, à l'apogée, en tout cas, de son pouvoir du côté obscur, hein, dirons-nous. Maintenant, on l'a dit, il a évolué pour arriver à ça, et puis il évoluera encore jusqu'à la rédemption, ça a été dit, et puis l'héritage ensuite. Alors justement, abordons peut-être cette évolution. Dark Vador, c'est d'abord un enfant qui s'appelle Anakin Skywalker. Et ce jeu d'opposition que vous venez de mentionner, que tu viens de mentionner, quelque part, il va en être un peu la cristallisation. On a l'impression que dès le départ, il va cristalliser en lui toutes ces oppositions-là, qui vont finir par le déchirer. En fait, c'est le jouet de toute une série de tensions. Alors, je dis jouet à dessein parce que, on le sait, George Lucas avait une grande confiance dans le pouvoir consumériste de la saga, la possibilité de vendre des figurines de toutes sortes. Mais au-delà de l'anecdote, on sent vraiment que la figure de Dark Vador et avant ça d'Anakin est au cœur de tensions qui le dépassent et qui le contraignent finalement à prendre une voie qui n'était pas prévue au départ. Donc, en résumant très fort, Anakin est découvert tout à fait par hasard, même si justement, est-ce que c'est un hasard, par un chevalier Jedi, Qui-Gon Jinn, qui voit en lui la personne qui va rétablir l'équilibre dans la Force, selon une prophétie de cette religion Jedi. Et c'est exactement cette trajectoire-là que les Jedi vont finalement pousser. Mais même si, au départ, la conviction de tous n'est pas emportée directement. Sauf que, on voit ce jeune homme qui, au départ, a des rêves d'étoiles, des rêves de voyage, des rêves de découverte, un esprit aventurier. Il se confie à ce maître Jedi qui vient d'une autre planète, d'autres galaxies, enfin non pas d'autres galaxies, mais d'autres systèmes stellaires, et qui est en fait un genre de contact rédempteur pour l'extraire de sa condition.
il se confie en disant « il faut absolument que je lui fasse confiance et que je parte à l'aventure en abandonnant tout derrière moi ». Or, finalement, c'est peut-être ce basculement qui est au départ, au cœur de ce qui va être le début de sa trajectoire de radicalisation et qui va l'emmener dans des choix de plus en plus simplistes pour répondre à des contraintes de plus en plus complexes. Vous mentionnez d'ailleurs, à un moment donné, Anakin, Dark Vador, c'est l'incarnation aussi de la faiblesse du langage. C'est-à-dire que c'est un personnage qui a du mal avec l'expression de ce qu'il ressent, de ce qu'il pense. Et effectivement, vous écrivez, il va se développer de plus en plus vers des solutions, comme vous dites, de simplicité, pour éviter à avoir à affronter la moindre nuance dans sa vie, parce qu'il n'arrive pas à les exprimer. Donc on a déjà une approche très politique. Là, vous parliez de politique du personnage. On a déjà une approche là très politique de ce personnage qui va d'emblée détester la nuance, le compromis. Il n'aime pas le compromis d'emblée, même jeune. Donc on a déjà quelque chose là qui tient de la parabole politique un petit peu. Anakin est un homme d'action à la base. C'est quelqu'un qui est à son aise, confortable, à partir du moment où il peut agir, où il peut prendre des décisions, protéger sa mère, gagner une course de modules, piloter un vaisseau. Il a besoin de dominer le monde physique à partir de ses qualités intrinsèques, dû notamment à la force. Il a une forme de don de préscience qui lui permet de voir ce qu'il va arriver dans les instants qui suivent. Et donc, tous les jeux, que ce soit des jeux de langage, les jeux politiques, les jeux institutionnels, les tensions entre les différentes factions qui vont essayer de le manipuler, tout ça va très rapidement le dépasser et surtout ne pas l'intéresser. Et c'est ça qui est vraiment fascinant dans la première trilogie, c'est qu'on quitte, lors du premier épisode, un personnage qui est un jeune enfant aimant, vraiment adorable, qui a une bouille sympa et qui ferait tout pour aider et se sacrifier au profit d'autrui. Et on retrouve, quelques années plus tard, un jeune ado complètement désabusé, râleur, égocentrique, finalement intéressé par ses petites affaires, comme si il s'était asséché au fur et à mesure de ses contacts et de cette formation soi-disant Jedi en vue de le faire devenir le héros que tout le monde imagine être sa destinée. Et c'est vraiment ce basculement progressif qui me semble intéressant à décortiquer dans le livre, parce qu'on est alors au cœur de ce que Lucas arrive à construire autour du personnage. C'est-à-dire, il multiplie les signes, que ce soit les scènes d'amour avec Padmé Amidala, où il lui déclare sa flamme, mais en même temps s'en mêle dans la manière dont il prend la parole, est toujours extrêmement maladroit dans les compliments qu'il lui fait, bafouille, etc. Ou que ce soit avec le conseiller Palpatine qui essaye de l'attirer vers ses propres intérêts, et les chevaliers Jedi qui, eux, essayent de modérer son besoin de trancher dans le vif pour simplifier des situations politiques complexes. Et donc, finalement, cette représentation de sa non-maîtrise de la langue est pour moi un des traits qui montre son incapacité à badiner, à badiner que ce soit du point de vue amoureux ou à être à l'aise dans des situations diplomatiques ou des situations de discussion institutionnelle. Oui. Oui, j'ai arrêté trop vite. Je trouve que c'est assez juste. Non, c'est vrai que
il le sait bien, je lui ai déjà dit, Burnham m'a fait aimer Anakin Skywalker, qui est un personnage qui m'a supporté largement, comme les adolescents en général. Moi, j'aime bien les types en noir avec des grandes capes, c'est plutôt ça mon truc. Et donc il y avait cet Anakin, et c'est vrai que, en redéployant un petit peu cette trilogie, la figure absolument tragique de ce personnage m'a fortement touché. Et on a bien dit, mais on peut encore insister sur le fait que c'est un être qui est d'emblée écrasé par les contraintes, quoi, et dont le destin est forcément donné comme tragique. C'est un enfant d'esclave, qui naît comme esclave, qui rêve en effet d'un affranchissement. Cet affranchissement n'aura jamais lieu, à vrai dire, puisqu'il va quitter un système de contraintes pour un autre système de contraintes. Or, on n'arrête pas de lui dire, et c'est ça le vrai problème, qu'il est l'élu. Et donc, au-delà de la dimension politique, ou avec cette dimension politique, il y a une dimension religieuse qui s'instaure. C'est-à-dire qu'on lui promet un destin plus grand, enfin, au moins aussi grand que le destin de l'univers. Il est peut-être même trop grand pour l'univers, en quelque sorte. C'est celui qui peut rétablir un équilibre dans la force. Enfin, c'est pas rien vu l'étendue de l'univers de Star Wars, quoi. Et donc, on le fait grandir avec cela. On repère en lui un talent absolument incroyable. Mais son premier tuteur va mourir, il se retrouve orphelin en quelque sorte. Il a un deuxième tuteur, qui est une sorte de grand frère un peu maladroit, qui va faire ce qu'il peut avec lui. Et dès qu'il essaie de monter en puissance, parce qu'il devient très très vite puissant, on le coince, on le rabaisse. Et il ne trouve pas de solution à pouvoir vraiment s'exprimer. Et à chaque fois que ce personnage est en situation de pouvoir choisir quelque chose, on lui interdit ce choix. Et il se retrouve à un moment donné coincé dans le jeune adolescent qu'on a dit, colérique, un peu arrogant parce qu'on lui a prêté beaucoup de pouvoir, mais qui ne peut pas les exprimer. Il se retrouve coincé entre finalement un ordre quasi religieux qui fonctionne sous l'obéissance d'une politique, c'est l'ordre des Jedi, dans lequel il devrait pouvoir complètement s'épanouir, mais on l'empêche de s'épanouir, on ne lui donne pas le droit d'être un Jedi comme les autres, on le surveille, on se méfie un peu de lui, et donc il n'est pas en confiance. Et puis, ce monde qui est en train de changer, qui va devenir l'Empire, avec ce sénateur qui va devenir empereur, ce fameux Palpatine, qui le manipule, qui le dirige, et qui va lui faire miroiter des choses. Et qui va lui dire, mais écoute, tu as un système coincé, mais je peux éventuellement t'aider à justement pouvoir exprimer vraiment ton pouvoir. Et en fait, c'est un garçon qui veut s'exprimer, et qui n'arrive jamais à s'exprimer. Et tu viens très bien de le dire, il n'arrive pas à s'exprimer voilà, verbalement, il ne sait pas badiner, il ne sait pas du tout draguer, il ne sait pas du tout négocier. Et dès qu'il est face à des difficultés, puisqu'il se sent coincé, il choisit de réduire le monde. Et donc, il ne voit plus le monde que de manière binaire. C'est le bien, le mal, le oui, le non, parce que ça finit par remplacer le bien, le mal, le oui, le non. Le bien, le mal, il voit bien qu'il y a des nuances. Et dans le fond, la nuance, il devient incapable de pouvoir la gérer. Et il décide de voir le monde uniquement en blanc et noir, en quelque sorte, de le schématiser complètement. Et dans ce schéma-là, il commence à prendre peur de ne pas pouvoir sauver les gens qu'il aime, sa mère et la princesse Padmé. Et on lui offre, en quelque sorte, le méchant Palpatine lui offre quelque chose de très important, c'est de pouvoir sauver les gens, de pouvoir peut-être se sauver lui-même, de pouvoir transgresser les lois, y compris la loi fondamentale, la loi naturelle, c'est-à-dire la mort, la question de la mort. Et là, on lui propose finalement d'entrer dans un registre un peu divin, en tout cas d'aller, c'est un peu l'idée qui est un peu dans le livre, d'avoir un destin complètement prométhéen, c'est-à-dire d'aller voler le feu, en quelque sorte. Voilà. Sauf que lui, il ne va pas le donner aux humains, comme Prométhée, il va le garder un peu pour lui, c'est un peu ça l'idée, parce qu'il pense que dans le fond, il est peut-être le mieux placé pour le garder et s'en servir. Et donc, il a une idée héroïque, dans le fond, c'est la seule piste qu'on lui donne pour pouvoir enfin s'exprimer, mais elle se fait de manière absolument tragique, avec une réduction complète des valeurs, des nuances du monde, et à plusieurs moments de cette trilogie, il affirme peut-être que la seule manière de s'en tirer pour la galaxie, c'est de tomber sous la coupe d'un dictateur, de quelqu'un qui déciderait pour les autres, parce que c'est beaucoup plus simple et c'est beaucoup plus efficace. Voilà. Et ça, c'est vraiment un destin tragique qui est raconté dans cette trilogie, cette première trilogie, de manière, je trouve, très fine et très subtile, et qui est un peu l'idée de départ, c'est de se dire que finalement, ce personnage, puisqu'il est coincé partout, mais qu'en même temps, on lui promet un grand destin, il n'a d'autre choix, finalement, que, au sens très strict du terme, mais c'est un terme qu'on a beaucoup utilisé ces dernières années avec le terrorisme, dans les années 2000, il faut se rappeler cette trilogie, elle a pour contexte les attentats de 2001 aux États-Unis, etc. Il se radicalise, c'est vraiment le mot.
C'est-à-dire qu'il va choisir à un moment donné de pouvoir s'illustrer à travers des actions extrêmement violentes qui pourront lui permettre de finalement mettre le monde à sa mesure. Et pour faire un tout petit lien par rapport à ce qu'on disait et à sa personnalité massive qu'on voit dès le départ et son esthétique noire par opposition au reste, finalement, en rejoignant l'Empire et en le structurant selon le désir de Palpatine, mais à sa manière également, ça lui offre ce fameux écrin pour briller, pour exister, pour pouvoir s'exprimer en tant que tel. C'est-à-dire que quand on voit des prises de vue de Lucas avec tous les chevaliers, tous les Stormtroopers blancs dans un hangar brillant et Vador qui marche seul, mouche noire finalement, vu de très haut comme ça, on se rend compte à quel point il est à sa place dans ce lieu emblématique, c'est-à-dire qu'il peut à ce moment-là incarner ce qu'il voulait, c'est une forme de guide, de grand chambellan qui choisit entre ce qui est bien, ce qui est mal, comment ça doit fonctionner, etc. Et il est immensément repérable. Il me semble que c'est une manière de trouver un écho entre une forme esthétique très définie et d'autre part une trajectoire politique qui finit par être très définie également. Et puis on vient de le mentionner, il y a aussi la trajectoire de la tragédie. Oui, un héros prométhéen, un Prométhée qui aurait gardé le feu pour lui au lieu de l'offrir aux hommes, mais qui n'en sera pas moins châtié, qui ne subira pas moins un châtiment, car ce feu-là, finalement, il va finir par le consumer complètement. Et cette espèce de projet fou de transcender la mort, quelque part, va également advenir. On a d'ailleurs un extrait qui sera le troisième extrait, deuxième ici, voilà, qu'on va peut-être projeter maintenant, et on reviendra sur cette notion peut-être notamment de châtiment, mais aussi on va dire, de réalité et de corps augmenté. Voilà, scène absolument impressionnante de l'épisode 3, la revanche des Sith. Alors peut-être pour ceux qui n'ont pas vu des films, peut-être recontextualiser cette scène-là. Oui, c'est la meilleure scène de toutes les trilogies. Non, elle est dingue cette scène. Elle est dingue parce qu'évidemment elle est très attendue. Hein. C'est la scène mythique, hein, celle de la naissance de Dark Vador, on le voit. Mais elle est dingue avec tout ce qui s'y joue. On pourrait la commenter pendant des heures en fait. Non, j'espère que vous n'êtes pas trop pressés. Non, en effet, on est à un moment où Anakin est perdu. Voilà, c'est-à-dire Anakin s'est complètement radicalisé, Anakin a perdu ses amis, a perdu ses amours, a perdu sa mère, n'a plus aucune attache, et il va affronter son maître, en fait, et celui qui était son ancien ami et mentor, sur une planète absolument incroyable, qui est une planète de lave. Et donc, cette ébullition dit évidemment, métaphoriquement, l'état de colère et de désemparement complet qui est le sien. Il va perdre le combat contre Obi-Wan Kenobi, il va se retrouver largement amputé, hein, donc il n'a plus de bras, il n'a plus de jambes. Bon, la question de l'amputation, elle est très très importante chez Lucas dans tous ses films. Hein. Au total, Dark Vador, il perd quand même 3 bras et 2 jambes. C'est beaucoup, il faut bien le dire, hein, sur l'ensemble de la saga. Donc il y a quelque chose voilà, où on attaque toujours le corps, où le corps, dans les Star Wars, se porte toujours, hein, les traumatismes psychiques aussi. Il y a vraiment une forme de somatisation toujours fortement jouée. Bon, alors, ces scènes, elles sont très importantes. On a appelé le bouquin À feu et à sang, un peu pour ça aussi, parce que c'est des scènes cruciales et qu'on est dans un univers, le divertissement, Star Wars, hein, mais qui est un univers absolument belliqueux, c'est la guerre des étoiles, hein. Donc il faut se rappeler de cela, il faut se rappeler du fait que Lucas, enfant de la guerre, il est né en 1944, mais très fortement marqué par les images de la Seconde Guerre mondiale, quand il fait Star Wars en 77, mais en fait ça fait des années qu'il travaille dessus, il est marqué aussi par toutes les critiques qu'on peut faire aux États-Unis, à l'empire qu'est devenu les États-Unis, leur politique extérieure, évidemment internationale, il y a la guerre du Vietnam, et quand il fait ces films-là, on l'a dit, hein, on est autour de la guerre en Irak, la guerre du Golfe, les attentats, ce genre de choses, tout ça a marqué terriblement Lucas, et on a des résonances comme ça, des réminiscences de tout ce qui est guerrier. Et donc dans un univers profondément guerrier avec ce qu'apporte la violence, c'est-à-dire
les corps meurtris, hein, les corps amputés, les corps qui regrettent peut-être aussi. Mais on est encore loin de la rédemption à ce moment-là, puisque cet Anakin va être récupéré par le terrible Palpatine, et on va voir dans une séquence absolument incroyable hein, la naissance de Dark Vador. Alors elle est incroyable, cette séquence à bien des égards, d'abord parce qu'elle fait, vous l'avez vu, hein, en alternance, hein, elle montre deux choses. D'une part, la naissance des autres vedettes de Star Wars, hein, c'est le petit Luke et la petite Leia qui viennent de naître. Padmé leur donne la vie, on est dans cet univers blanc, aseptisé, on a l'impression que tout va bien, et en fait, ce qui est un accouchement est une mort, puisque Padmé meurt en couche, et voilà, ses enfants se retrouvent orphelins, là aussi. Et c'est monté avec donc la séquence de naissance de Vador, qui est aussi une naissance complètement morbide. Hein, effectivement, on va avoir un corps cadavérique qui va se retrouver enfermé, avec ces images très impressionnantes de casques qui viennent se refermer sur ce corps. Et donc on a à la fois la naissance et la mort qui se met dans les deux séquences, qui sont opposées, mais évidemment qui sont complètement articulées. Et c'est un des rares moments où ça fonctionne comme ça en Star Wars. La grande forme de Star Wars, vous le savez bien, c'est toujours le montage alterné. On suit une équipe de rebelles, et puis une autre équipe de rebelles, et puis on suit Vador, et on est dans la grande forme américaine du montage alterné, qui a toute grande forme depuis la naissance du grand cinéma hollywoodien, de Griffith des années 15, le montage alterné, c'est ce qui permet de passer en effet d'une histoire à l'autre, de montrer la simultanéité. D'autres vont utiliser des types de montage comme ça pour faire des métaphores, des analogies, jamais Lucas, sauf dans cette scène-là. Dans cette scène-là, il fait un rapport qui est absolument dingue, et ça lui permet d'insister très très fort sur ce qui se joue, sur les destins des uns et les destins des autres, sur renforcer cette idée de naissance et de mort, et avec une imagerie alors dans la naissance de Dark Vador, qui est empruntée aussi de grands films qui ont marqué évidemment Lucas, dont, bien sûr, vous l'avez un peu deviné, le Frankenstein de James Whale, film des début des années 30, et qui est effectivement un film où l'on voit, il y a la toute grande scène du film, c'est bien sûr la naissance de Frankenstein. Frankenstein, hein, ce sont des morceaux de cadavres que l'on met ensemble, on les électrise, et puis voilà, on a un nouveau corps qui arrive, et qui est un corps qui est au-delà de la mort, hein, un corps avec des morceaux morts, à qui on a redonné la vie. Et ça ne va pas très bien se passer. Hein. Vous savez bien que Frankenstein, du coup, est dans une pulsion simplement qui le fait avancer, mais n'a aucune idée du bien, du mal. C'est un esprit qui n'est pas formé, à vrai dire, et qui peut très bien tomber sous la coupe de quelqu'un. Et c'est ce qui se produit ici avec la naissance de Vador. On va revoir toute la mise en scène avec ces espèces de machineries qui ont l'air d'être tirées d'un laboratoire de savants fous. Et c'est d'autant plus marquant que la naissance de Luke et Léa se passe de manière complètement aseptisée, dans une espèce voilà, de blancheur et de monde paisible. Voilà. Mais du côté, visiblement, de l'empereur, on n'a pas du tout les mêmes robots, les mêmes outils et les mêmes chambres confortables. On est dans une salle de laboratoire qui semble une salle de torture, à vrai dire. Hein. Et il est inscrit, enfin, il est comment dire, attaché sur cette table. On refait un corps qui est un corps... voilà, fait de morceaux épars, qui va mélanger le robotique et le peu qu'il reste de son organique, et qui va ensuite être relevé comme ça, de cette manière tout à fait impressionnante, comme une espèce de colosse. Hein. Et on a un autre moment tout à fait étonnant, hein, c'est le moment où il arrive à se défaire de ses liens. Il demande où est Padmé, et Palpatine lui dit qu'elle est morte, et que dans le fond c'est lui qui l'a tuée, alors que tout ce qu'il voulait faire, c'était de la sauver précisément. Il en est là pour cela, il en est là parce qu'il a pris tous les risques pour pouvoir la sauver, il s'est complètement perdu en chemin. Et là on a cette colère qui fait exploser les choses. Et on a un autre moment rare dans la réalisation de George Lucas, c'est qu'en général la caméra bouge très très peu dans les Star Wars. Hein. Il y a très peu de mouvements d'appareil. Le mouvement est plutôt à l'intérieur du champ, hein, les vaisseaux qui passent, ce genre de choses. Et là la caméra elle commence à trembler. Elle est pratiquement solidaire. Donc c'est des moments très très forts dans la mise en scène de Lucas qui est prêt à rompre avec son système, qui est un système extrêmement formalisé dans l'ensemble de ses films, pour insister sur ce moment et cette création qui est vraiment, en effet, une nouvelle création, un corps de Frankenstein. En fait, c'est même sa dernière scène à Lucas. C'est comme ça qu'il clôture ces 6 films consacrés à Star Wars. Et puis ce sont d'autres réalisateurs qui font une dernière trilogie. Voilà. Ce sur quoi je voudrais insister aussi, c'est la dimension prémonitoire et performative des rêves qui vont harceler constamment le
personnage d'Anakin. Donc pourquoi est-ce qu'il a essayé de sauver Padmé? Parce que finalement, elle était enceinte. Il y avait pas, comme le remarque Yoda et Ewan McGregor, ils sont surpris du fait que elle est en train de mourir en couche. Et il n'y avait pas de signe avant-coureur de cette dimension mortelle de cet accouchement. Or, ça fait 2 films que Anakin rêve que Padmé est en train de mourir, qu'il ne peut rien faire pour la sauver, qu'il n'a aucun moyen de contrecarrer cette angoisse qui le ronge et qui finalement va l'amener à s'ouvrir auprès de Palpatine pour essayer de trouver une solution à cette angoisse. Et Palpatine va en profiter, ça va être la brèche qui va lui permettre de mettre la main sur sa psyché, sur sa volonté et de l'orienter du côté obscur. Et donc, ce qui est assez fascinant dans cette trajectoire qui trouve son climax à ce moment-là, c'est la question finale. Est-ce que Padmé est sauve? Est-ce que tout ce sacrifice que j'ai fait a permis l'accomplissement de ce que vous m'avez promis? Et on voit le sourire de Palpatine, qui, la première fois, est pas très à l'aise en lui disant vous l'avez tué, c'est de votre faute. Et alors, on voit que Vador ne va pas se rebeller contre lui, mais va hurler contre le destin, intériorisant finalement sa propre destinée, sa prophétie, tout ce qui pèse sur lui depuis le début, et en faisant une forme de héros tragique absolu, qui a tout perdu, ses attaches terrestres, mais aussi sa moralité, son éthique et sa volonté politique. Alors je vois que le temps passe et on a prévu aussi de vous donner la parole pour poser des questions. Je vous propose alors de passer à l'autre versant de l'histoire, qui est le dénouement, en tout cas pour Dark Vador, qui est la rédemption. Finalement, il va quand même ultimement se rebeller, ce qu'il ne fait pas là à l'instant quand il apprend qu'il a été quelque part trompé. Il le fera quand même des années plus tard. Et là intervient alors la figure de ses enfants, de son fils, parce que Star Wars, c'est aussi une saga familiale. En réalité, alors au-delà du fait que c'est une saga pour un public familial, c'est aussi, vous parlez à feu et à sang, il y a aussi la notion du sang de la famille. En fait, c'est l'histoire de la famille Skywalker qu'on raconte. C'est vraiment une histoire d'héritage. Et cet héritage ira même au-delà de la métaphore dans la dernière trilogie, qui est le summum de ce qu'il est possible de devoir gérer comme héritage. Un héritage patrimonial, un héritage narratif, un héritage esthétique. Il y a vraiment ça qui est au cœur de cette série de films. Alors, ce qui est intéressant, c'est que lors du premier film, le 4, on n'en sait rien. C'est-à-dire que on se dit c'est une construction narrative très classique, avec un grand méchant, avec des héros qui arrivent à produire le cycle campbellien dans toute sa splendeur, c'est-à-dire le héros qui est appelé pour aller résoudre des problèmes, qui part, qui quitte sa famille, qui finit par aller chercher le feu, si on reprend la métaphore prométhéenne, puis qui le ramène et qui le partage avec sa tribu après avoir vaincu ses propres peurs. C'est un schéma narratif extrêmement classique qu'on retrouve de Harry Potter à peu près n'importe quelle grande saga hollywoodienne grand public. Mais la grande idée de Lucas, c'est dès le 2 de faire basculer ça sur une saga familiale. C'est la fameuse scène « Luke, je suis ton père » et la chute de Luke qui n'accepte pas cet aveu. Donc, à partir de là, la dimension familiale devient galactique, où la galaxie se réduit à la famille. Ça dépend dans quel sens on veut le voir. Et ça permet en fait de rendre des dialogues, des moments de rencontre, etc., extrêmement significatifs, sursignifiants presque. Et donc, dans la scène que tu évoques à la fin, où
il y a une forme de rédemption où, en fait, son lien avec son fils parvient à briser finalement la soumission qu'il avait à l'empereur. C'est une forme de dénouement qui permet en quelque sorte de réévaluer, de réaffirmer des valeurs très communes autour de la dimension familiale du noyau narratif. Je vais te laisser parler de la trilogie qui suit, parce qu'il me semble que ce que tu en dis me permet de prolonger en fait cette idée d'héritage. Oui, la force de Star Wars, c'est en effet la saga familiale, et c'est une famille un peu dysfonctionnelle. On va le dire comme ça. Hein. On peut le qualifier toujours légèrement. voilà. légèrement. Ouais. Mais ce qui est intéressant, on est parfois un petit peu, et je comprends bien, les spectateurs, les fans ont parfois été un peu désarçonnés sur le côté répétitif de certaines choses dans la saga. On a construit combien d'étoiles de la mort. Voilà, au bout d'un moment, est-ce qu'on ne peut pas trouver un autre truc pour détruire ou mettre sous pression la galaxie, mais en fait, systématiquement, les éléments reviennent parce qu'on est dans un cycle un peu infini où le mal triomphe. Ça, c'est une des leçons de Star Wars, c'est le mal triomphe. Hein, systématiquement. On croit qu'à la fin du 1, on a gagné. En fait, les rebelles, pas du tout. Hein, l'Empire contre-attaque. On se dit, à la fin du film, les rebelles vont s'en sortir. Pas du tout. L'Empire contre-attaque finit de manière tragique. Luke perd une main. Il comprend son ennemi principal, c'est son père. Entre-temps, l'autre héros, le bourreau des cœurs, Han Solo, il est congelé. Moi, je ne sais plus, j'ai 8 ans quand je vois ça, je crois que je vais mourir, en me disant non, donnez-moi la suite. Enfin, c'est une tragédie, comment est-ce qu'on peut finir un film pareil ? Et on te donne les Ewoks. Ouais, c'est ça, on me donne... Alors, on a un retour des Jedi, alors en effet, ça se pacifie un petit peu. Et puis en fait, quand on retourne dans le passé, on voit que même les Jedi qu'on pensait être un ordre au-delà de tout soupçon, il y a quand même des choses un peu... voilà. Donc le mal retriomphe là-bas. Et puis on croit qu'on a fini dans les nouvelles trilogies, on repart complètement avec un premier ordre, et on retrouve ces armées, en fait, ces rideaux rouges, ces symboles inspirés par le nazisme. Et on est reparti, et de nouveau, le mal ne s'arrête jamais. Mais il y a une chose qui sauve toujours, en fait, ce cycle, hein, c'est la descendance. C'est les enfants, c'est la filiation. En fait, cette idée, c'est qu'on peut faire les mauvais choix, on peut aussi compter sur la génération qui vient pour être sauvé. Je pense que ça, c'est vraiment un grand message qui passe dans toute la saga. Dark Vador est sauvé, en effet, par son fils, parce que, oui, en effet, Luke est en mauvaise position, vous vous rappelez, Palpatine est en train de lui envoyer des éclairs, bon, ça va être fini. Et là, Vador, finalement, voyant ceci, tout d'un coup, n'en peut plus, il y a une forme de prise de conscience, il y a quelque chose qui se passe en lui. Physiquement, d'ailleurs, c'est très très marqué, on a l'impression que c'est plus le même corps, en fait. Quelque chose, c'est... Ce qui est vrai, mais... Voilà, oui. Il y a quelque chose, en tout cas, qui ne marche plus dans cette armure, et finalement, c'est lui qui prend Palpatine, le balance, on pense que Palpatine est mort, et qui sauve Luke, mais en vérité, c'est Luke qui sauve son père, en lui permettant de le sauver. Ce que comprend très bien Anakin Skywalker, puisque à la fin, il demande qu'on lui redonne un visage, c'est un visage brûlé, mutilé que l'on va voir, mais il demande d'avoir finalement ce contact d'un visage d'un père à son fils. C'est ce qui le sauve, et c'est le grand moment de la rédemption, c'est celui-là, cet échange finalement dans les yeux, au-delà du masque de Vador, qui était un masque profondément inhumain. Et finalement, on va voir ce mécanisme-là se répéter dans la dernière trilogie, avec une figure que moi j'aime beaucoup, je trouve que c'est un des plus beaux personnages de la fiction populaire des dernières années, c'est la figure de Kylo Ren, qui est en effet le fils de Leia, mais le petit-fils de Vador, et qui se fait aussi manipuler, tirailler, et lui, il est dans un tiraillement extrême. Voilà. Et ce tiraillement est si terrible qu'il va finir par commettre un parricide. Alors, je souris toujours un peu légèrement quand on me dit « Ouais, les nouveaux Star Wars sous Disney, c'est devenu très lisse ». Le parricide, c'est pas le truc le plus lisse qu'on connaisse quand même, il faut bien avouer. Et donc il y a une violence terrible qui est dans cet être, hein, qui est joué par Adam Driver et qui est au bord de l'implosion en permanence. Ça se marque par la cicatrice aussi sur son visage, qui est une forme de symbolique de la tension qui l'habite. Et d'une cicatrice sur le masque lui-même, hein, puisque le masque est d'abord brisé, et puis son propre masque, il le reprend à la suite, il le recolle, et on voit ce masque brisé, donc on sent l'être complètement fractionné, qui rend hommage d'ailleurs
aux vestiges de son grand-père, il en reste quoi? Il reste, c'est une image que vous avez peut-être vu passer, il reste le masque de Vador, hein, ce fameux casque qui a brûlé, qui est un peu déformé, mais qu'il vénère en quelque sorte. Et là, sans redire toute cette dernière trilogie, hein, il y a tout un jeu sur les héritiers, l'héritage possible, et sur le rôle de cette nouvelle génération, hein, qui va essayer de s'affranchir finalement du mal, de trouver une autre porte de sortie, dans une fin qui est très très belle, où finalement il faut en effet que le bien et le mal puissent trouver une forme d'accord pour continuer à avancer. Et ça, c'est les générations qui viennent qui peuvent permettre cette négociation rétrospective en quelque sorte. Et donc le rôle de l'enfant est toujours très important dans toute la saga. Voilà. Et même si on prend le petit Anakin, dans le fond, il dit ça aussi, sauf que son destin tourne mal. Et puis il y a son fils, et puis voilà, les petits-fils, et puis... L'enfance porte l'espoir. Voilà. Ça, c'est vraiment... voilà, on est sur ce cycle infini, mais ce cycle infini du mal est toujours sauvé potentiellement par la nouvelle génération. Est-ce qu'on ne pourrait pas finalement dire que toute cette lignée de personnages sont, à l'instar des héros grecs ou des dieux ou de la mythologie, des archétypes finalement très humains, de toutes les contradictions, de tous les déchirements, de tout ce qui peut traverser l'être humain. On a l'impression qu'ils incarnent quelque part, c'est une projection de toute la tragédie humaine, finalement, puisqu'on a parlé de tragédie. Au niveau narratologique, c'est vraiment le cas. C'est-à-dire, ils sont, comme on l'a dit, des réservoirs à histoire qui peuvent être mobilisés assez facilement pour répondre à une série d'événements qui viennent bousculer au fur et à mesure les différentes rencontres, les situations géopolitiques, les situations familiales, etc. Et donc, à chaque fois, effectivement, ils incarnent des personnages qui sont plus grands qu'un simple héros traditionnel. Et cette figure archétypale, elle a une forme de pérennité au fur et à mesure de la saga qui lui permet de rejouer le même, ce qui est le propre de toute fiction sérielle, tout en l'adaptant à des circonstances spécifiques. Et donc, même si ça reste des fictions hors du temps, elles sont, à mon sens, marquées très très fort par leur contexte de production chacune. Et ces contextes de production rejouent les archétypes que tu pointes pour les adapter, ou en tout cas les faire dialoguer avec des éléments nouveaux. C'est ce que j'appelais les événements situationnels de départ. Et il me semble que c'est la grande force finalement de ce schéma actantiel, de ce schéma des différents personnages, qui forment un tout adaptable à de multiples situations narratives. Je ne sais pas si Dick, tu as quelque chose à ajouter. Moi, je trouverais que c'était très bien ce que tu viens de dire. C'était formidable. C'est complètement improvisé. Voilà, je pense aussi que, on retombe un petit peu au début de la conversation sur cette fabrique des héros, quoi. C'est aussi comprendre ces mythes modernes, hein, qui rejouent en effet ces très grands archétypes très anciens, mais on en a besoin en fait de ces mythes. Je veux dire, ces fictions sont aussi importantes pour nous, c'est parce qu'on en a besoin. On a besoin, non pas au sens de la catharsis aristotélicienne tout simplement, mais c'est parce qu'on a besoin de se comprendre, de comprendre le monde dans lequel on vit, souvent à travers la bande. Et je pense que c'est ça que nous proposent les cultures populaires en général, et une énorme franchise comme Star Wars en particulier. Oui. Et c'est pas pour rien que Disney a racheté aussi les Marvel, parce qu'en fait, ils fonctionnent exactement de la même façon. On est dans le même type de fonctionnement. Eh bien, je trouve que c'est une parfaite première conclusion. Le temps a filé à une vitesse invraisemblable, donc on approche de 19h30. Donc je pense qu'il est largement temps de laisser la parole à la salle. Un micro va circuler, un micro sans fil. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Sinon, moi j'en ai plein d'autres, il n'y a pas de problème. Il veut bien toutes les questions, sauf sur la série Boba Fett. Okay. C'est parce qu'on n'a pas eu le temps de l'avoir ni l'un ni l'autre. On a essayé. Mais... Je crois qu'on a 2 micros en fait, qui circulent. Formidable. Merci. Je ne sais pas si il marche. Oui. Vous avez parlé du côté religieux de la figure de Dark Vador, mais vous n'avez pas parlé de
la double dimension christique de ce personnage, de la partie, les deux personnages, je dis double parce qu'il y a la partie Anakin et la partie Dark Vador du coup. Est-ce que vous auriez un mot là-dessus? La dimension christique des Oui, personnages oui, de Dark Vador. donc Anakin est né de père inconnu, de mère... comment est-ce que je vais qualifier sa mère non fécondée, on va dire, quelque chose comme ça, ou en tout cas... Enfin, c'est la figure vierge, de Marie. quoi. Voilà. Oui, c'est la figure mariale, par excellence. Et alors après, il y a toute une explication, invocation scientifique sur les midi-chloriens, etc., qui permet une justification plus science-fiction de cette figure-là. Mais en fait, ce qui est intéressant à observer, c'est qu'elle permet de projeter sur Anakin tout un pan de notre civilisation occidentale marqué par l'aspect judéo-chrétien et de faire en sorte qu'on trouve ça tout à fait étonnant et donc que ça promet à Anakin un destin complètement, lui aussi, étonnant, alors que on n'a aucune information sur les modalités de reproduction de ces êtres de cette planète-là. On n'a aucun détail sur la manière dont la naissance d'Anakin peut être connotée comme particulièrement étrange. Et pour affirmer ça, j'ai été revoir l'extrait 2 fois pour être bien sûr. Et dans le dialogue, rien ne permet de dire qu'il y a une réelle surprise de cette manière de naissance d'Anakin. C'est ça qui est assez étonnant, c'est que là, tout est quasiment dans le latent, dans le sous-entendu, dans l'œil du spectateur, qui ne peut interpréter ces informations que sous le régime christique. Et ça me semble intéressant parce que ça permet de motiver très rapidement la justification de sa trajectoire en tant qu'élu. Voilà. Donc, ce serait à creuser comme fonctionnement narratif, à mon sens. Cela dit, il faut peut-être préciser aussi que si Star Wars fonctionne sur le mode du mythe, il fonctionne aussi sur le mode du conte. Ça se passe dans une époque très très lointaine, il y a très très longtemps, dans une galaxie très très lointaine. Donc à partir de là, je veux dire, tout est permis au niveau narratif. Oui, tout à fait. Et comme tout est permis, on peut difficilement faire sien le fait que tout fonctionne comme sur la Terre, même au niveau des moyens de reproduction. Donc je trouve que c'est intéressant parce que ça permet d'inscrire Star Wars dans notre contexte historique, ou en tout cas religieux occidental, mais c'est une lecture qui est très occidentalo-centrée à mon sens. Oui, figurez-vous, je n'avais même pas pensé à la figure de l'Immaculée Conception. Je ne pensais pas à sa naissance, mais plutôt à sa renaissance. Ah oui. Cette idée de Anakin mort pour les péchés d'autrui, les mauvaises actions d'autrui dans le 3e film, et qui, au bout de, pas 3 jours, mais 3 films dans la chronologie intradigétique, renaît à la fin du retour du Jedi. C'est ça, oui. Ou même dans l'extra-diégèse, du coup, la mort de Dark Vador, qui renaît 20 ans, enfin, la seconde trilogie, c'est 20 ans après, je pense, quelque chose comme ça, et qui renaît au bout de 3 films. C'est ça. Et je voulais savoir si vous aviez un mot là-dessus, je ne sais pas, mais je n'avais pas pensé à l'Immaculée Conception de Shmi. En fait, ce que ça m'inspire surtout, c'est que ces films sont un réservoir à interprétation tout à fait colossal. Ça, bien sûr, et que évidemment. La capacité qu'on a à projeter ces interprétations dépend aussi de notre regard et de nos connaissances respectives. C'est de l'herméneutique pure et dure qui permet en fait un ajustement aux attentes du spectateur assez étonnant. Très honnêtement, je suis trop mauvais en religion pour vous aider sur ce coup-là. Moi aussi, mais... Non, mais c'est un objet idéal pour ça, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, mais c'est vraiment la grande bouillabaisse, quoi, Star Wars. Il y a des références absolument sur tout, de la culture pop aux références les plus historiques. Et il y a aussi, évidemment, toutes ces références aux religions. Et
lire du christique dedans est tout à fait pertinent, mais en fait, surtout, ce n'est pas la seule religion. C'est-à-dire il y a des allusions au judaïsme, il y a du golem dedans, et puis il y a évidemment ce qui fonde peut-être le rapport à la force de manière générale, hein, ce qui est l'élément le plus spirituel, vient de toute une série de religions asiatiques, dont des religions perses que Lucas a un peu étudiées. Donc, en fait, il y a un mélange de tout ça. Et c'est en effet cette dimension qui est, il y a très très longtemps, dans une galaxie lointaine, qui place directement tout l'univers de Star Wars sur l'idée de légende, de fable, et qui lui permet de mélanger absolument toutes les références, y compris toutes les références religieuses dont il s'amuse beaucoup. Et donc, c'est l'objet idéal pour tout ce type d'interprétation, évidemment. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, ici en dessous. Merci. Ma question va peut-être être confuse, mais y a-t-il une adéquation, que vous aspirerez, l'idée d'une adéquation entre la création hollywoodienne au sens véritablement le plus commercial du terme, c'est-à-dire, j'ai envie de dire, le fan service, c'est-à-dire continuer à évoluer en gardant le public ancien, en cherchant du nouveau, par rapport justement à ce que vous disiez sur le destin qui recommence à l'intérieur d'une saga. Et je voulais juste... Moi, le personnage, le créateur George Lucas m'étonne un peu, parce que je me demande toujours si c'est un grand auteur, un grand narrateur, il a créé une formidable histoire, ou s'il a juste suivi le rail hollywoodien de comment assurer le plus possible de succès. Enfin, je veux dire, vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que c'est un grand auteur je me pose personnellement la question, est-ce que c'est juste un businessman qui, tous les X temps, savait très bien ce qu'il fallait faire pour relancer un énorme succès commercial? C'est-à-dire peut-être aussi, est-ce que en 1977, Lucas déjà a dans sa tête toutes les choses formidables que vous analysez dans votre film, ou bien est-ce que c'est petit à petit, comme un businessman, il le fait, voilà. Auteur ou businessman? C'est peut-être un grand businessman. On aimerait être dans sa tête ou pas finalement. Moi je préfère pas. Pour pouvoir répondre parfaitement, en tout cas, il faudrait l'être. Moi, je pense que George Lucas, c'est d'abord c'est un cinéaste qui a une place très très particulière dans l'histoire du cinéma. Parce que je pense que c'est d'abord vraiment un cinéaste. C'est-à-dire, on voit les films qu'il a fait avant Star Wars. Il y a des formes, il y a des réflexions sur ces formes. Et Star Wars, c'est le modèle qu'il propose à partir du film 77 et qui va être répété ensuite, y compris aujourd'hui par J.J. Abrams, qui est vraiment un héritier et de Spielberg et de Lucas, et on sait à quel point ces deux-là ont changé toute l'industrie. C'est un immense formaliste. C'est quelqu'un qui pense la forme en même temps que le fond. Chaque plan, je me suis amusé à faire toutes les captures que vous avez vues là, et en repassant un petit peu tous les films comme ça, c'est difficile de faire un arrêt sur image qui n'est pas réussi dans les Star Wars, parce qu'il y a un sens de la composition, de la symétrie, de l'organisation des lignes de fuite qui est absolument incroyable, et donc c'est quelqu'un qui construit vraiment des images. Maintenant, lui-même disait qu'il n'était pas comme bien d'autres cinéastes, et il ne se sent pas, finalement, même s'il a des amitiés avec les Coppola, les Spielberg et bien d'autres, il ne se sent pas comme eux, il se disait toujours lui-même qu'il n'est pas un directeur. Voilà, au sens américain du terme, il n'est pas quelqu'un qui dirige vraiment, qui pense en termes de mise en scène, ce qu'il y a à mettre devant la caméra, penser un champ, penser une profondeur de champ. Ce n'est pas d'ailleurs un champion de la profondeur de champ de manière générale. Il ne sait pas jouer vraiment à diriger parfaitement les comédiens. Il l'a souvent dit. Par contre, il se place du côté des filmmakers, c'est-à-dire de ceux qui fabriquent des films, et presque d'un designer en fait. Et tout à l'heure, tu disais à quel point il avait cette conscience de merchandising, du produit dérivé. En fait, tout cela vient ensemble. Et je pense que plus qu'un filmmaker, c'est une espèce de world maker. Donc il a créé vraiment un monde, et il saisit tout de suite le potentiel de ce monde. Potentiel qui va connaître des produits dérivés, bien sûr, ces jouets avec lesquels on peut jouer. Dans ses films lui-même, il intègre les jouets, il intègre l'enfant, il intègre l'idée de l'extension de cet univers. Voilà. Et donc il pense tout de suite cet univers comme une extension, aussi parce que
Une de ses grandes références, c'est quand même le serial américain, c'est quand même Flash Gordon dans les années 30, hein, et donc des récits qui ne finissent jamais, sur des sagas qui ne finissent jamais. Donc il a ça en tête. Est-ce qu'il a déjà toute la saga en tête? Ça, on ne peut pas vraiment le savoir. Et si, enfin, on sait que non, à vrai dire, hein, puisque quand on lit les commentaires des gens avec qui il travaille, donc quand on se plonge un peu dans les archives, il y a quelques beaux livres d'archives qui ont été publiés, on voit bien qu'il y a beaucoup d'hésitations, beaucoup de questions, qu'il remet un certain personnage en considération, que ça s'est créé au fur et à mesure. Mais en tout cas, ils sont tout de suite le potentiel de cet univers. Et donc c'est un grand fabricant de monde, un grand designer. Je pense qu'il s'est vraiment fait plaisir en reprenant la main sur les 3 films de la 2e trilogie, parce qu'il les réalise et il les dessine vraiment. C'est un de ces cinéastes storyboarders, quoi, qui adore dessiner, qui a les images en tête avant. Il a envie d'y revenir. Hein. Je rappelle que donc il fait le premier Star Wars, et puis bon, c'est un tel succès qu'il sent bien qu'il doit être tout à fait disponible pour imaginer la suite en quelque sorte, et qu'il ne va pas être capable de réaliser. C'est-à-dire, et donc il engage son prof de cinéma. Evan Keschner, il dit tant qu'à faire, je vais prendre mon prof. Hein, il l'engage et donc il lui confie, il dit voilà, c'est toi qui mets en scène vraiment, mais c'est moi qui suis derrière, qui imagine tous les plans, qui imagine les choses, mais c'est toi qui les fabriques pour moi. Tout comme il va repérer un jeune cinéaste qui lui plaît bien et qui lui tape dans l'œil et qui lui dit tiens, il a un sens visuel, il va vite me comprendre, hein, qui est Richard Marquand, à qui il donne le 3e film. Mais pour la nouvelle trilogie, il décide de reprendre un peu les rênes. Certains ont dit tiens, ces films sont terriblement kitsch, et on sent bien que Lucas... Il n'y a personne qui lui a dit « calme-toi dans le kitsch », en quelque sorte. Donc il est allé franchement, mais c'est l'univers qu'il revendique vraiment. C'est cet univers vraiment, une espèce de space opéra exotique qui est celui de Flash Gordon et d'autres serials qui l'ont beaucoup impressionné, qu'il va rejouer. Et puis cet univers est tellement composé que maintenant, il vit par lui-même. Lucas s'est retiré, a revendu, n'est plus aux affaires. Mais l'univers est tellement fort, il y a tellement ces règles internes, qu'il va pouvoir continuer sans qu'on puisse... Alors, je sais bien, il y a toujours des fans qui crient à la trahison, forcément, mais dès qu'on fait quelque chose, il y a toujours le risque que ça ne plaise pas aux fans de la première heure. Mais cet univers a tellement ses propres règles qu'il peut être développé par tous ceux qui vont venir par la suite, en fait. Et donc, je pense qu'il invente un univers en expansion. Voilà. Je ne sais pas s'il a dans sa tête le trajet que cela va prendre, et ça peut prendre des milliards de trajets différents, mais il a le noyau dur, en quelque sorte, qui est prêt à exploser et à donner ce qu'on connaît aujourd'hui. Moi, je dirais que c'est un fan de sa propre création opportuniste. C'est-à-dire qu'il a une forme de jouissance à créer ce monde, hein, et quelque chose qui le travaille, qui l'habite, qui vraiment est présent chez lui. Donc, c'est pas juste quelqu'un qui voit les sous que ça va pouvoir rapporter, etc. On sent une volonté d'aller au bout de son délire. Et opportuniste dans le sens où, en fait, ça a rencontré du succès. Et le succès amenant la possibilité de pousser le délire encore un peu plus loin, on y va. Et au bout de 2, il y a un 3e. Et puis après, il y a une petite pause. Souvenez-vous, au milieu des années 90, tout le monde se disait, Star Wars, c'était bien, mais c'est un peu fini. Et puis, il y a des financiers qui le suivent pour lancer sa propre lecture du passé de Dark. Hein. Et il saisit l'opportunité, il y va, il fonce. Et puis, à un moment, il se rend compte que pour faire vivre il ne suffira pas d'une seule vie, ça ne suffira pas de la sienne. Et donc, il a l'opportunité, encore une fois, de le revendre, et donc de devenir extrêmement riche, encore plus qu'il ne l'était, mais aussi de voir vivre cet univers. Donc, je dirais, c'est indissociable. C'est vraiment lié pour moi. Ma question était sur Dark Vador et Anakin. Est-ce qu'Anakin n'a pas été créé aussi à l'intérieur de tout ça? Est-ce que l'histoire de... Ou est-ce que c'est... Voilà. C'était juste pour ça. C'était vraiment autour de la figure de Vador. Est-ce qu'elle n'a pas évolué aussi à l'intérieur d'une création? Bien sûr. Je pense que la réponse est oui, vous y répondez. Ouais. Et on peut jouer sur le redoublement d'ailleurs. Hein. Je pense qu'il y a quelque chose de Vador et Lucas sont intimement liés. Mm-hmm. Lucas lui-même d'ailleurs est un type, pendant le tournage, insupportable. Je ne sais pas comment il est en dehors, mais on a beaucoup d'échos. Et en fait, son surnom sur le plateau, c'est Dark Vador. Il faut quand même le savoir. Et dans le fond, il est un peu comme cet Anakin Skywalker Dark Vador qui
qui a une volonté de démiurge. Oui, c'est un control freak. Voilà. C'est quelqu'un qui n'accepte pas qu'on lui dise ce qu'il doit faire. Mais de démiurge aussi, tu vois, qui Oui, va au-delà de la qui- règle, qui- qui la qui- transgresse et qui crée son propre monde, C'est et ça. puis ensuite l'observe avec un regard presque divin dessus. Ouais. Merci. Est-ce qu'il y a encore oui, plusieurs questions devant, ici, ici il y a une devant question, et là un peu plus haut. Auquel je vous promets de répondre de manière brève maintenant. Parce Oui, que oui, on pardon. est super bavard et on est deux, donc c'est une C'est catastrophe incroyable. évidemment. En plus, on se relance C'est mutuellement. la surenchère, c'est absolument terrible. Donc bonsoir. Et c'est surtout pour Dick Tomasovic que j'ai une question. Vous avez dit au début de cette conférence que vous n'aimiez pas Anakin Skywalker. Et je me demandais un peu si l'univers de The Clone Wars pourrait vous aider à, outre la discussion que vous avez eue avec M. Dozo, de voir Anakin sous un autre œil via cette saga qui est, à mon sens, un peu la dernière vraie création de Lucas dans Star Wars. Oui, évidemment, mais je pense qu'après, Lucas a beaucoup travaillé à rendre son personnage un peu plus aimable aussi. Il faut dire ce qui est. Je crois que beaucoup ont été... le très jeune Anakin n'a plu, et puis en effet, il y a cette ellipse si problématique, où on retrouve un Anakin très, très arrogant, désagréable. Alors, parfois, on a reproché... C'est terrible, hein, j'ai beaucoup d'empathie pour le pauvre Hayden Christensen, c'est l'acteur qui joue les choses. On a souvent dit, on a confondu un peu le personnage et l'acteur, hein, en quelque sorte, et je me rappelle de très très vives critiques à son encontre, alors que je pense qu'il joue parfaitement ce qu'on lui demande de jouer. Et en effet, là, il y a un interstice, et puis voilà, tout ce qu'on peut créer autour d'Anakin permet effectivement de montrer un peu plus encore ses contradictions, son trajet, et puis de nous le montrer sous un jour un peu plus sympathique, un peu plus héroïque aussi que celui qu'on ne voit que dans les films. Donc ça participe en effet à lui donner une autre épaisseur. Voilà. Mais maintenant, je suis convaincu par Anakin. Maintenant, c'est un personnage que j'aime profondément. On l'invite aux soirées maintenant. Madame ici devant, oui. Bonsoir, merci beaucoup pour la présentation. Voilà, moi j'ai une petite note d'humour à apporter, c'est le Empire contre-attaque par exemple, c'est Empire et mal, le mal, l'homme, il y a une domination évidemment d'hommes et les problèmes avec vis-à-vis entre l'affiliation, c'est-à-dire l'homme et son fils, et Prométhée qui a été aussi... qui a cherché le feu, mais aussi dont le foie a été mangé de manière éternellement. Et alors, où est la foi que nous, les parents, nous avons dans nos enfants? Quels sont les outils qu'on leur donne, qu'on leur remet dans les mains pour pouvoir changer ce cycle-là qui revient de manière éternelle, pour arrêter ça? Qu'est-ce que vous proposez ou qu'est-ce que vous avez comme note humoristique? Je m'en tirerais plus facilement par une pirouette que par une manière de sauver le monde, Merci, je vous l'avoue. Alors je dirais merci Pierre-Louis. Non, mais vous avez raison. Alors, il y a plusieurs choses dans votre question qui est très intéressante. La première, évidemment, c'est que Vador, on ne l'a pas assez dit ici, mais c'est une figure d'hyper-masculinité toxique. Hein. C'est évident. C'est le mâle dominateur puissant par excellence, le patriarche qui crée en dessous de lui le désordre le plus complet. Donc on a vraiment quelque chose de très fort là-dessus. Ce Prométhée de la souffrance dont vous parlez, avec ce foie éternellement mangé, dévoré, c'est effectivement un des paramètres très importants du corps de Vador, qui est un corps souffrant, hein, dans le costume, il souffre beaucoup. Hein, rappelez-vous des films, il y a cette chambre de méditation qui est un des rares moments pour essayer de reprendre un peu de repos par rapport à la souffrance. Sur, par contre, la question en effet du destin et des enfants, c'est difficile d'avoir une réponse. Chez Lucas, il s'en sort toujours, chez Lucas dans Star Wars, on s'en sort toujours par une facilité qui est un mot, hein, que les Américains aiment beaucoup, c'est hope, c'est l'espoir. Voilà, qui est simplement dit. Mais en même temps, c'est très touchant, parce que je pense qu'en effet, c'est l'espoir qui permet d'avancer aussi, très, très notablement. Et pour moi, il y a une très, très belle séquence, hein, qui est une espèce de faux fin à la trilogie, puisqu'il y a encore un film après, mais c'est la fin du 8e épisode. Hein. Si vous vous souvenez, à un moment donné, on retourne auprès d'enfants qui sont un peu des enfants esclaves. C'est vraiment la dernière scène. Et ces enfants jouent, en fait. Ils ont des petits jouets, des petites figurines qui sont reconstituées, encore le jeu. Et en fait, ils refont le combat de Luke contre Kylo Ren, en fait, auquel
au cours duquel Luc disparaît, en vrai dire. Mais il rejoue ça, mais ça devient de nouveau une légende, en fait. Hein, et cette légende va les aider à avancer. Et le tout dernier plan, hein, on a ce garçon qui regarde le ciel, une étoile, on rêve de nouveau d'être dans les étoiles, mais il doit passer le balai, hein, tout simplement. Et il a juste un geste, c'est une microseconde, c'est très très beau, il veut attraper le balai, et en fait le balai lui vient naturellement dans les mains. Comme si ce gamin, qu'on ne reverra plus dans la saga, a priori, avait la force aussi, quoi. Et donc, voilà, ça c'est des toutes petites choses, en effet, qui tout d'un coup sont extrêmement inspirantes, et je trouve que ça fait partie des jolies petites choses qu'instille la saga. Oui, en fait, on a un microcosme d'éducation aux médias, en fait, dans cette dernière séquence, c'est-à-dire la nécessité d'accompagner la lecture de ce type d'œuvre dont on discute ensemble depuis un moment, avec les plus jeunes, avec les moins jeunes aussi, pour essayer de discuter des enjeux ensemble et de détricoter ce qui nous lie et ce qui nous fascine dans ces objets-là. Et il me semble que ce type de séquence qui met en abîme finalement le plaisir qu'on peut avoir à jouer avec nos propres enfants à ce type de micro-événements est parfaitement une forme de conclusion illustrative de ce qui reste dans nos mains, finalement. C'est-à-dire accompagner la lecture que nos propres enfants peuvent faire de ce type d'événement. Je vous propose peut-être d'en rester sur cette conclusion, puisqu'il leur tourne malheureusement et on approche des 20h. On va aller boire. Vous dire d'abord, avant de remercier tout le monde, que nous organisons, nous n'avons pas tout à fait fini quand même. Nous pouvons encore prolonger la discussion un peu plus loin à l'espace rencontre de la bibliothèque George Orwell, ici à la Cité Miroir, autour d'un verre et pourquoi pas d'une séance de dédicace si vous avez le bouquin sous le bras ou si vous voulez l'acquérir à la librairie qui est juste à côté de l'endroit où se passera le drink. Donc voilà, on a choisi de vous offrir un drink impérial. On aurait pu peut-être faire un drink de la rébellion, mais je ne sais pas pourquoi on a choisi un drink impérial. Je ne sais pas ce que ça raconte de façon inconsciente, mais bon voilà, c'est un drink impérial donc. Je voudrais remercier la régie de la Cité Miroir qui nous a permis de rendre cette rencontre possible. Un merci à mes collègues Louise-Jeanne, Gaël Henrard pour leur aide précieuse. Un merci particulier spécial à mon collègue Jérôme Delno qui a été le véritable organisateur en réalité de cette rencontre. Il m'a juste laissé le soin de la présenter. Mon rôle s'en est tenu strictement à cela. Merci aux auteurs, Björn Olav Dozo et Dick Tomasovic. Un grand merci à vous. Merci à toi et vraiment merci de nous avoir pour ce livre que je tiens à dire était vraiment un régal à lire. Ça, je tiens vraiment à le souligner. Je ne suis pas spécialement un grand fan de Star Wars, juste un connaisseur moyen. Je peux vous assurer que c'est parfaitement suffisant pour lire ce livre qui est absolument passionnant. Merci à vous. Et merci à vous également d'avoir assisté à cette soirée. Je voudrais juste terminer peut-être par une citation du livre qui, je trouve, résume assez bien toute la trajectoire de ce personnage qu'on a essayé un peu de cerner ce soir. C'est une citation, c'est une phrase qui est en fait attribuée à Mary Shelley, l'autrice du mythe de Frankenstein, et qui dit ceci: « Aucun homme ne choisit le mal pour le mal, il le confond seulement avec le bonheur, le bien qu'il cherche. » Voilà, je pense que tout est dit avec cette phrase. Incarnation du mal, mais peut-être pas forcément incarnation parfaite et totale. En tout cas, un grand merci à vous. Bonne soirée. On se retrouve tout de suite ici un peu plus loin. Merci.